Bienvenue à toutes et à tous. C'est un grand plaisir pour moi d'accueillir aujourd'hui Stéphane Culati, qui va nous présenter le développement de la vulnérabilité dans la vieillesse, une perspective par les réserves. Donc, le docteur Culati est sociologue de la santé et maître d'enseignement et de recherche en épidémiologie et santé publique au laboratoire de santé des populations de l'Université de Fribourg. Il est aussi sociologue des organisations de santé au service qualité des soins des hôpitaux universitaires de Genève. Donc, il a une formation en sociologie et sciences sociales dans les universités de Lausanne, Genève et Grenoble et a obtenu son doctorat en sociologie de la santé et parcours de vie à l'université de Genève. Ses thèmes de recherche sont les déterminants sociaux de la santé et l'épidémiologie par le parcours de vie. Et dans ses recherches empiriques, il a notamment examiné l'impact des politiques publiques sur les déterminants sociaux de la santé, l'évolution historique des inégalités sociales de santé et les mécanismes de biologisation du social. Et il est, depuis 2019, président de la Société européenne de sociologie de la santé et de la médecine. Merci beaucoup, Stéphane, d'avoir accepté cette invitation et on se réjouit de t'entendre. Donc, 45 minutes de présentation, suivi de 15 minutes d'échange et de questions. Et pour celles et ceux qui nous suivent en ligne, vous pouvez aussi poser des questions et la présentation sera enregistrée. Ça va le faire. Merci beaucoup, Muriel. Bonjour à toutes et à tous. Très content d'être là. J'ai préparé une présentation dans l'idée de faire, donc je peux parler en français, mais de vous présenter un travail que j'ai mené dans le cadre de Lives, dans une un peu aussi, ça peut être aussi une conversation. Si vous voulez m'interrompre à différents moments, n'hésitez pas. On est entre collègues, donc je travaille essentiellement à Fribourg, mais voilà, on a des connexions avec Unisanté et d'autres. Donc, pour montrer ce qui a été fait, puis peut-être que ça peut intéresser, ou peut-être ça n'intéressera pas. C'est plutôt quelque chose de théorique, donc c'est une perspective que je vous ai présentée, parce que je terminerai à la fin pour vous montrer qu'il n'y a pas beaucoup encore d'évidence, mais je pense qu'il y a quelque chose, un potentiel pour ce genre d'approche. Voilà. Donc toutes les slides sont en anglais, je parle en français, si vous voulez poser vos questions en anglais, il n'y a aucun problème aussi pour les autres, pour les personnes pour qui ce sera plus facile. Je vais vous parler des réserves, parce que c'est que les réserves, et fondamentalement comment on oppose, on distingue réserves et ressources. C'était ça l'essentiel de ce travail-là, et comment les réserves se constituent selon trois principes. Tout ça pour, en fait, dans l'idée d'éclairer le développement de la vulnérabilité. Ce travail, en fait, il a été fait dans le cadre du NCCR Lives, ce pôle de recherche national Lives, qui est basé à Lausanne, en partie Lausanne-Genève. Donc, on s'intéressait au développement de la vulnérabilité, au cours du parcours de vie. Moi, je me faisais plus spécifiquement la vieillesse, c'est pour ça que je me suis focusé, je me suis concentré plutôt sur cet aspect-là. Donc, c'est l'idée qu'au cours de la vie, on développe notre santé, on développe nos ressources, puis au cours, progressivement, on doit essayer de les maintenir plus à un niveau possible, mais nos ressources, notre état de santé général va diminuer gentiment avec le vieillissement. Puis là-dessus, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'il y a des différences de trajectoire. Il y a des gens qui vont vieillir plus rapidement que d'autres. Donc l'idée, c'était de comprendre pourquoi certains ont des pentes plus fortes, plus inclinées, donc un déclin plus rapide, ou un déclin plus tôt dans le temps, ou la combinaison de ces deux facteurs qui peuvent influencer les trajectoires. C'est là-dessus qu'est née la réflexion sur les réserves, qui pourraient être mais d'un point de vue théorique. Donc c'est essentiellement théorique ce que je vous présente aujourd'hui. Il y en a encore peu, quasiment pas de vraie évidence empirique. Là-dessus, on s'est développé je suis parti sur la définition de la vulnérabilité qu'on avait dans Lives, qui était faite par Dario Spini et les collaborateurs, avec plein de dimensions multidimensionnelles, multiniveaux, multidirectionnelles. Mais en gros, c'est comment, au cours de notre parcours de vie, on va être exposé à différents moments par des situations de stress, des chocs, des choses qui vont exciter notre système, si on parle en termes plus langage physique, positivement ou négativement.
Et c'est comment est-ce qu'on utilise nos ressources pour faire avec ces stress, pour que le stress puisse être source de dynamique ou pas. Voilà. Donc, ça vient de là, cette réflexion-là. Alors déjà, tout de suite, pour entrer dans l'idée, c'est quoi une réserve? Parce qu'en fait, parfois, ça parle pas tout de suite, mais en fin de compte, quand on y réfléchit, on a tous une idée de ce que c'est que les réserves. Ça peut être sur un plan il peut y avoir des réserves naturelles, des réserves protégées, ça peut être ça, mais c'est pas ici, c'est pas ce genre de choses que j'entends ici. Ça peut être des valeurs de référence dans le domaine de l'économie, du monde économique, avec les réserves d'or. Mais c'est pas tout à fait dans ce sens-là que c'est entendu ici. C'est plutôt ici, je les entends comme un moyen à disposition pour un usage. Donc, c'est plus proche de l'idée des réserves militaires. Malheureusement, on a un triste exemple en ce moment en Europe, avec la Russie. Mais c'est aussi des réserves d'officiers de police, des réserves de fuel, de gaz, toutes ces choses-là. Donc, on entend beaucoup parler aussi de ces choses-là qu'on doit, en moment, lorsqu'il y a des crises, utiliser nos réserves. C'est juste ça, en fait, l'idée des réserves. Voilà. Lorsqu'on est face à une crise, on a besoin d'aller piocher là-dedans, tout simplement. Donc moi, j'ai proposé ici une perspective biopsychosociale sur les réserves, donc réellement interdisciplinaires. Alors, on commence avec les réserves physiologiques. Donc, moi, je ne suis pas médecin ni physiologiste, donc je vous dis, je n'ai pas l'exemple pour vous. C'est pas l'élément fort que j'avais développé dans mon travail, mais c'est quelque chose qui existe, qui est étudié en physiologie. C'est la capacité donc d'un organe, lorsqu'il est soumis à un stress, par exemple, virus qui arrive, il peut réduire son activité physiologique à un certain niveau pour toujours maintenir la fonctionnalité de l'organe et lutter contre l'affection, la maladie. Et c'est grâce à cette réserve qu'en fait, il arrive à pas complètement stopper son activité physiologique, la maintenir, puis, tout en ensuite faisant entre guillemets, le combat contre l'infection. C'est ça, cette idée. Et puis, au cours du parcours de vie, on a le maximum de notre réserve physiologique qui serait aux alentours de 25 ans, plus ou moins. Je dirais autour de ça. Et puis, nos réserves physiologiques, elles diminuent plus ou moins rapidement en fonction de nos styles de vie. Je ne rentre pas dans les détails de toutes ces études-là. C'est un peu moins mon domaine. Mais ça revient aussi à ces choses-là, peut-être que vous avez déjà entendu parler. Donc, le vieillissement, nous renvoie à la capacité d'homéosténosie de notre corps. Est-ce qu'on arrive à maintenir le plus longtemps possible cette homéosténosie? Donc, ça, c'est dans l'idéal. Au moment de la naissance, juste après la naissance et lorsqu'on grandit, on crée nos réserves physiologiques. Et ça nous permet, en fait, quand le corps est exposé à des niveaux de stress, de pouvoir les absorber, ce stress, sans qu'on ait aucun symptôme particulier. On a souvent des petites infections, des choses comme ça, des petites inflammations locales, mais on n'a pas de symptômes particuliers. Et au fur et à mesure du vieillissement, cette limite physiologique qui diminue, et puis après, pour les mêmes des inflammations, des petites expositions, des stress similaires comparés à avant, on commence à avoir des symptômes. Dans le modèle que j'ai développé, c'était plutôt, je voulais combiner les aspects cognitifs, relationnels, sociologues, et économiques. Alors, la réserve cognitive, c'est Jacob Stern qui a développé ce concept. C'était l'idée, il voulait essayer de comprendre pourquoi, lorsqu'il y avait des patients qui avaient faisaient un accident ou qui avaient une maladie grave, quand on regardait dans le cerveau, on voyait on faisait des scans du cerveau, on voyait qu'ils avaient des dommages importants. Pourtant, ils n'avaient pas de symptômes, ils avaient toujours une cognition qui était là, qui permettait de fonctionner, on pouvait interagir avec eux. Et il a fait cette hypothèse que, en fait, comment est-ce qu'on pourrait expliquer ces choses-là? C'est la réserve cognitive. Qu'est-ce que c'est que la réserve cognitive? C'est un peu une variable latente, c'est quelque chose qu'on mesure jamais en psychologie de façon directe. Donc, on n'a que des proxys de réserve cognitive. Déjà, ça, c'est un peu particulier, mais c'est la démarche. Alors, du coup, on la mesure avec des proxys qui sont le quotient intellectuel, les connaissances,
Et le plus souvent, c'est l'éducation. Il y a énormément de recherches en biologie, biomédecine, avec les réserves cognitives. On prend comme proxy l'éducation. Sur le développement du cerveau, sur les patients atteints de maladies par maladie. Et on compare et on voit que ceux qui ont des réserves cognitives, ici sous-entendu un niveau d'éducation plus élevé, ils ont plus de capacité à résister soit à des accidents, des maladies, des choses comme ça, ou avoir des trajectoires cognitives qui sont meilleures. Alors, qu'est-ce qui se passe plus concrètement? En fait, l'idée de ces réserves, c'est que les gens qui ont beaucoup de réserves cognitives, ils seront plutôt ici, donc ils auront des scores cognitifs plus élevés, évidemment, si on regarde leur trajectoire. C'est une personne qui a des réserves plus basses, donc elle va commencer à décliner en général avant, comparé à l'autre, mais et c'est ça qui est lié à la réserve cognitive, c'est qu'elle va décliner relativement lentement, tandis que la personne qui a des bonnes réserves cognitives, comme vous, puisqu'on est très stimulé intellectuellement, on stimule beaucoup notre cerveau par notre activité professionnelle, donc nous, on a plutôt tendance à être là, on aurait tendance à avoir un point d'inflexion qui va. Donc, on va commencer à décliner notre cognition plus tardivement. Par contre, on pourrait avoir une pente plus forte, comme si on se rattrape à la fin. Donc, c'est comme si c'est une sorte de petit tampon qui fait que ça atténue un peu le vieillissement. Si vous avez un vieillissement biologique qui avec des dommages au cerveau, vous arrivez à un peu stopper, masquer les symptômes grâce à cette réserve cognitive, jusqu'à un certain seuil, après, on se rattrape un peu. C'est ça l'idée des réserves cognitives, qui n'est pas synonyme de réserve, brain reserve, de réserve du cerveau, comment je dirais, comme ça. Où là, c'est plus basé sur des indicateurs de volume de certaines parties du cerveau, des choses comme ça. Donc, il y a des réserves cognitives. Plus on en a, mieux c'est pour le vieillissement. Et il y a aussi des réserves relationnelles. C'est là où, moi, en tant que sociologue, et avec mon collègue Éric Villemer, on s'est dit, on va sortir du mot capital social et on va utiliser le mot réserve relationnelle ou réserve sociale. Mais si vous voulez, c'est un peu synonyme de capital social, même s'il y a quand même des petites nuances, mais aussi pour que vous puissiez faire des liens. Et pour parler de réserve relationnelle, en fait, il y a déjà eu des gens qui se sont intéressés à quelque chose qui était similaire, qui nous intéressait nous. C'est Antonucci et Kahn avec leur concept de convoi. On a des convois sociaux au cours de notre parcours de vie. Des convois sociaux, en fait, c'est des groupes de personnes qui nous suivent tout au long de la vie. Et évidemment, nos parents, nos frères et sœurs, qui sont déjà les premiers convois sociaux. Alors, il y a différents types de convois. Il y a le premier convoi, qui est celui qui est plus au centre là, c'est l'individu. Et plus les convois qui sont plus au centre, c'est le premier convoi, comme ils l'appellent, et c'est ceux qui peuvent être là pour vous soutenir dans la plus grande variété possible de situations, et qui souvent peut amener le plus de ressources pour vous aider à surmonter des problèmes. Mais il y a aussi plein d'autres convois qui peuvent être plus professionnels, qui sont plus aux extrémités du cercle, qui eux peuvent intervenir dans des moments très spécifiques, dans des situations de temps et de contexte bien déterminés. Voilà. Donc l'idée des réserves relationnelles, c'est assez proche en fait du concept de convoi de Antonucci. C'est des groupes de personnes que vous pouvez qui vous accompagnent au cours de votre vie ou que vous allez créer dans votre parcours de vie avec vos loisirs, vous allez vous créer des amis avec votre profession, vous allez créer des nouvelles vous allez rencontrer des nouvelles personnes, et certaines vont pouvoir devenir des personnes ressources parce que vous aurez un bon lien avec ces personnes-là. Donc, avoir une réserve relationnelle de gens qui pourraient être là pour vous aider en cas de coup dur, c'est ça, une réserve relationnelle. Des gens qui pourraient être là pour vous aider en cas de coup dur. C'est donc aussi assez proche de l'idée de social support. On utilise beaucoup ces variables-là en épidémiologie aussi, en santé publique, pour mesurer comme un indicateur de capital social aussi. Et puis la troisième dimension qu'on voulait mettre là-dedans, c'est les réserves économiques. Donc c'est avoir en fait de l'argent de côté, qui est mis de côté pour un usage futur. Donc c'est pas pour être utilisé dans le présent. Avoir de l'épargne, des économies, un petit
un petit cochon où on met les pièces et tout ça. Faut aussi savoir qu'il y a beaucoup de gens en Europe qui ont pas beaucoup cette capacité à faire face à des dépenses imprévues. Donc, on passe ces réserves économiques. Donc là, on a déjà un facteur qui souligne le fait que beaucoup de gens en Europe et donc en Suisse n'ont pas toujours des réserves économiques suffisantes. Et on pense qu'évidemment, d'un point de vue théorique, ce serait bien d'en avoir et de pouvoir les maintenir. On peut en avoir une fois parce que peut-être quand on est jeune, on se lance, nos parents nous aident, nous donnent un peu d'argent, on se lance, et après, peut-être si on les consomme, on n'arrive pas à les reconstituer, là, on est un peu, entre guillemets, vulnérable. Ça, c'est un peu ça l'idée. Voilà. Donc, le cœur de ce que je vais vous montrer, c'est pour vous définir le concept de réserve et comment on l'a différencié du concept de ressources. C'est plutôt un travail conceptuel avec trois différences principales. Tout d'abord, pour constituer des réserves, il faut avoir des ressources. Donc, les réserves sont dépendantes des ressources, tout simplement. C'est juste ça qui est dit. Alors, si vous voulez faire de l'épargne, de l'économie, de l'épargne, vous devez avoir un revenu. Un revenu, c'est une ressource. C'est une façon de distinguer les deux. Donc, il faut avoir suffisamment de revenus pour que, à la fin du mois, vous ayez pu payer toutes vos factures. Il vous reste encore suffisamment d'argent pour pouvoir le mettre sur de l'épargne, sur un compte d'épargne. Donc, il faut assez de ressources pour pouvoir constituer des réserves. On pourrait dire ça, c'est dans le fonctionnement classique. Il y a plein d'autres situations dans la vie où, évidemment, on peut constituer des réserves indépendantes, de façon plus indépendante, avec un héritage, des choses comme ça. Mais si on regarde tout l'angle strictement économique, c'est assez parlant, ce côté. Il faut avoir un revenu disponible à la fin du mois pour faire de la réserve. Cette différence-là, elle s'applique bien aux réserves cognitives, relationnelles et économiques. Pour les réserves physiologiques, ça coince un peu. C'est moins évident et je pense. Mais voilà, j'ai préféré préciser que ça fonctionnait de cette façon, plutôt pour ces types de réserves-là. Deuxième différence, c'est la fonction. La fonction des ressources, c'est d'assurer le fonctionnement au jour le jour, quotidien, ou à court terme. Tandis que la fonction des ressources, c'est de vous protéger et de pouvoir vous mettre à niveau en cas de choc. Un exemple, si on prend l'exemple au niveau cognitif, réserve cognitive et ressources cognitives, les performances de mémoire, c'est plutôt, vous pourrez l'avoir comme une ressource cognitive. Ça me permet de communiquer, de parler là maintenant, ou d'échanger avec des gens, d'avoir des interactions. Ne pas oublier mes rendez-vous et toutes ces choses-là. Donc, j'utilise ma mémoire, mes performances de mémoire pour, voilà, venir ici à l'heure, organiser, préparer ma présentation et toutes ces choses-là. Tandis que ma réserve cognitive, c'est le fait de stimuler, d'avoir suffisamment stimulé ma mémoire pour que plus tard, elle me serve pour ralentir ce vieillissement cognitif qu'on peut voir dans le vieillissement. Donc ici, de nouveau, avec l'idée de réserve cognitive, on ne la mesure pas, c'est toujours un proxy, mais on se rend compte que plus on a développé nos ressources de mémoire, plus ça crée une sorte de réserve cognitive qui va nous servir de protection pour le déclin cognitif. Protection ici veut dire tout simplement soit essentiellement retarder le déclin cognitif. Ça ne veut pas dire l'interrompre, bien évidemment. Donc, les réserves servent plutôt à protéger et à se remettre à niveau suite à un choc, tandis que les ressources servent plus à fonctionner au quotidien. Troisième différence qu'on a identifiée, c'est la temporalité. C'est lié à la première, évidemment. Donc, les réserves, c'est un moyen de ressource, enfin, c'est une forme de ressource. Elle est potentielle, elle est en cas de choc, en cas de problème ou d'adversité ou de transition difficile, et généralement pour un usage futur. Tandis que les ressources sont plutôt pour l'usage quotidien. La différence, si on prend les réserves économiques dans la dimension économique, donc l'épargne, etc., et
le revenu. Pour revenir et faire un peu de clarification conceptuelle, alors finalement, c'est quoi la différence entre réserve et le modèle du convoi d'Antonucci? En fait, la définition du convoi d'Antonucci, elle mélange un peu les deux aspects que nous, on essaye de différencier avec ressources réserves. La définition du convoi, c'est avoir des individus qui, dans les bonnes circonstances, sont là pour vous aider à apprendre, vous aider à grandir, à résoudre les problèmes du quotidien. Donc là, on est plutôt dans le fonctionnement. Ici, parfois c'est l'inverse parce que vous avez des individus toxiques dans votre environnement qui vous conseillent mal, qui vous orientent mal. C'est aussi l'autre aspect. Je ne vais pas le développer ici, mais c'est les misleading norms en sociologie. On parle aussi de ces choses-là. L'environnement social qui est aussi toxique. Ça, c'est encore un autre aspect. Ce serait quelque chose à regarder comment ça complexifierait un modèle, ce genre de modèle-là, mais je ne vais pas rentrer là-dedans. Et puis, dans le convoi, il y a aussi les individus qui servent plus à protéger, et quand c'est dans des bonnes circonstances, ils vous protègent lorsque vous êtes face à des challenges ou à un divorce ou à du chômage ou des choses comme ça. Donc, on a dans la définition d'Antonucci un peu les deux fonctions que ici on a essayé de séparer. Voilà. Donc on ne peut pas avoir une stricte équivalence entre le modèle du convoi et le modèle des réserves, ici les réserves relationnelles qu'on a voulu développer. Donc on essaie. Sinon, on pense que si on arrive à distinguer ressources et réserves sur un processus qu'on voudrait étudier, ben, ce serait ça la variable clé qui permettrait aux individus d'avoir une vulnérabilité qui se développe dans la vieillesse plus lentement ou plus tardivement. Ça, c'était pour distinguer ressources réserves. Et après, les réserves, comment elles fonctionnent? Trois principes, trois caractéristiques. Principe, c'est peut-être un peu fort. Vous me redirez. Les constituer, l'emplasticité et l'idée de seuil. Voilà. Constituer des réserves, alors, il y a différentes façons de les constituer de façon passive. Notre héritage génétique et notre biologie, quand on vient à la vie, on grandit et on développe, si on grandit dans de bonnes conditions, des réserves physiologiques, si on grandit en bonne santé. Donc là, ça se fait un peu tout seul. Vous naissez dans une famille, donc en général, vous avez des parents, peut-être des frères et sœurs, vous avez peut-être des grands-parents. Et tout ça, ça forme un petit noyau qui est là, qui est donné ou pas, selon les individus, évidemment. Mais là, ce sont des réserves ça peut être des personnes qui peuvent être des réserves, mais c'est passif, c'est donné. Et puis, toutes les formes d'héritage que vous pourriez avoir, ça c'est souvent l'économie. Et puis, on peut encore en trouver d'autres. Et puis, il y a aussi tout ce qui est lié ensuite à ce que vous allez faire, donc non passif, votre agentivité. Est-ce que, à travers votre emploi, vous aurez, selon le type d'emploi, un emploi plus manuel qui stimule moins la cognition, mais peut-être qu'il y a quand même un emploi qui a une bonne activité physique. Donc, ça vous fait aussi, on pense que l'activité physique a des effets bénéfiques sur les réserves cognitives. Donc, ça dépend aussi du type d'emploi, mais en tout cas, les emplois qui sont cognitivement stimulants, c'est bon pour constituer de la réserve cognitive. Les emplois qui ont une activité physique saine, on va dire, sont aussi bons pour constituer de la réserve cognitive. Voilà, puis après, tout ce que vous êtes capable avec vos revenus, de constituer des réserves pour le futur, pour acheter une maison ou des choses comme ça, ça va jouer, ça c'est votre agentivité. Si vous si vous partez dans la parentalité, faire des enfants, ça crée un peu de la réserve sociale pour votre vieillesse, si tout se passe bien avec les enfants, évidemment. Et là-dessus, donc entre le passif et l'agentivité, il y a tout l'environnement social qui va influencer cette constitution des réserves au cours de la vie. La vie familiale, quand il y a des conflits familiaux, on peut détruire beaucoup de choses, ou au contraire, une famille bien soudée, ça aide beaucoup, ce qui pareil au niveau de l'emploi, en fonction des trajectoires qui arrivent au cours de la vie. On aura plus ou moins des ressources socio-économiques.
à disposition. Donc ça varie beaucoup, ça c'est juste pour illustrer quelques idées. Il y a une peu d'études justement sur comment les réserves sociales elles fluctuent au cours du temps. Alors ça c'est purement descriptif. C'était McDonald's et s'intéressait au capital social, si vous regardez leurs mots, parce qu'ils n'ont pas pris ce mot réserve relationnelle, mais c'est des indicateurs assez proches de ce qui nous intéresse. Ça ne nous dit pas si c'est de la réserve ici, mais on voit que déjà en termes juste de capital social, bah, il y a des courbes différentes selon ce qu'on mesure. Le nombre de contacts ici, on voit qu'on en a plus quand on est jeune, ça a tendance à diminuer avec l'âge. C'est que du transversal, hein. C'est pas des données longitudinales. Donc, c'est des grands échantillons, puis on regarde par tranche d'âge. Ici. La densité, donc la densité, c'est dans votre réseau, savoir la proportion de gens qui se connaissent entre eux. Voilà. Ou si une densité élevée, c'est beaucoup de gens, tout le monde se connaît autour de vous. Une densité faible, c'est en fait, vous connaissez tout le monde, mais les gens ne se connaissent pas autour de vous. Ça. Donc, on a des densités élevées quand on est plutôt jeune et ça a tendance à diminuer, hein, etc. Donc, vous voyez, ça reste à creuser, ça reste à étudier comment, si on arrive à avoir des indicateurs de réserve relationnelle au cours de la vie et de voir en fonction de leur évolution, de voir différents types de développement de la vulnérabilité dans la vieillesse, ce qui n'a pas été fait à ma connaissance. Et puis aussi un autre aspect, parce que là c'est le côté parcours de vie, c'est que ça varie d'un pays à l'autre. Donc on ne va pas regarder toutes ces courbes, mais c'est juste pour vous montrer ici, c'est McDonald's qui avait refait un peu les mêmes études, mais avec 3 pays, les États-Unis, Taïwan et la Chine. Donc, regardez dans les détails, mais juste pour vous voyez que selon les types d'indicateurs, c'est de nouveau du transversal, hein, ici. Selon le type d'indicateur, on est beaucoup plus haut, beaucoup plus bas en fonction des pays. Donc, il y a aussi une composante culturelle assez forte qui va influencer votre capital social au cours, en fonction de votre âge. Donc, c'est aussi cet aspect-là qu'il faudrait prendre peut-être en considération. Peut-être ça peut jouer. En tout cas, ça crée un peu d'hétérogénéité. C'est ça qu'on voit ici à ce stade-là. Deuxième principe, c'est la plasticité des réserves. C'est l'idée de utiliser-les ou vous les perdez. Alors ça, c'est très fort sur la réserve cognitive. Moins vous stimulez votre cerveau, plus vous avez vos performances cognitives qui vont diminuer. Donc, avec le passage du temps, si vous réactivez pas vos réserves, elles auront tendance à, enfin, si vous ne restez pas actif, ça aura tendance à diminuer vos réserves, en tout cas pour les réserves cognitives. Pour les réserves physiologiques, là c'est un peu, c'est aussi probablement la même chose. Donc, notre cœur qui perd environ 1% de sa capacité de pumping, sa réserve de pumping, chaque année à partir de l'âge de 30 ans. C'est ce que je pense lié au vieillissement. Pareil pour l'aspect des relationnels des individus. Et là, c'est l'idée le principe de réciprocité qui est assez central dans les relations humaines, qui dérive de la théorie de Marcel Mauss, du don contre don. Okay. Et cette idée de réciprocité, une relation, pour entretenir une relation, il faut qu'il y ait un peu de réciprocité. S'il y a quelqu'un qui vous donne sans arrêt, qui vous fait du don, qui vous donne tout le temps de l'aide, puis vous, en retour, vous pouvez rien lui amener, c'est plus difficile d'entretenir la relation. Il faut un petit peu de réciprocité, rien que, je sais pas, des grands merci, je sais, n'importe quoi, mais elle est importante. Et elle est aussi importante aussi avec les parents, on pourrait dire, mais les parents sont toujours là, ils peuvent donner sans arrêt. Alors bien sûr, il y a des variabilités, c'est possible, mais pour se dire qu'on a une bonne réserve relationnelle, et pour être sûr que ces gens-là vont toujours vous aider en cas de pépin, mieux vaut avoir une bonne réciprocité, c'est-à-dire de temps en temps, pas que ce soit toujours vous qui vous receviez, mais que les autres, vous puissiez aussi donner aux autres. Et donc ce principe de réciprocité dans les relations sociales, on le lie avec cette idée de plasticité de la réserve sociale. Il faut de temps en temps donner des nouvelles aux grands-parents, de temps en temps donner des nouvelles aux autres pour maintenir le lien. Sinon, les liens sociaux ont tendance à s'effacer. Ça peut être difficile de revenir vers une personne pour demander
de l'aide. Mais là, on est très théorique et puis on peut toujours trouver des contre-exemples parce que je viens de vous dire. Mais d'une façon générale, on pense que cette idée de réciprocité, voilà, est le facteur clé qui rend les réserves relationnelles classiques qui doivent diminuer, donc il faut les entretenir. Et donc ça s'applique pour les réserves cognitives et relationnelles, et aussi certaines réserves physiologiques, puisque votre lifestyle, votre style de vie, bien manger, faire de l'activité physique, ça entretient certaines réserves physiologiques. Par contre, pour la réserve économique, ça c'est moins clair, parce qu'on peut se dire que quand on a 10 000 francs sur un compte en banque, si on ne touche pas normalement, tant que la banque ne fait pas compte coûte, cet argent, il se maintient. Donc, normalement, cette idée de plasticité de réserve ne s'applique pas tellement aux réserves économiques. Encore que, je ne suis pas tout à fait sûr, parce que mais là, il faut travailler avec des économistes pour nous dire qu'il peut y avoir des cas où elles peuvent diminuer. Mais je pense que ça dépend des pays, ça dépend des banques. Et là-dessus, je ne suis vraiment pas expert. Ça aussi, c'est pour illustrer la réserve, la plasticité des réserves au niveau des réserves du cerveau. Donc ça, c'est toutes ces études interventionnelles des gens qui sont en physiologie ou qui sont en sciences du sport, qui entraînent les personnes âgées à marcher, à faire de l'activité physique. Donc ils prennent des groupes et ils les entraînent en salle de fitness. Et après, ils mesurent leur cerveau avant, après. Puis il y a souvent on voit des effets. Alors je ne sais pas si ces effets sont significatifs, cliniquement importants. En tout cas, eux, ils les voient. Et donc, il y a ce côté que aussi la plasticité des réserves de notre cerveau, on peut l'influencer. C'est ce que je disais tout à l'heure avec nos parcours, nos styles de vie, hein, notre activité physique influence nos réserves. C'est plein d'études, ici Erickson Mortiner, qui ont étudié ces choses-là. C'est à la fois les psychologues et les kinésithérapeutes, tous ces gens qui font la recherche dans ces domaines-là, pour voir, qui étudient l'impact sur le cerveau, avec des impacts plus ou moins différenciés selon le type d'indicateur qu'on prend dans le cerveau. Donc, il y a cette idée de plasticité. Les réserves, on peut les perdre. Elles ont tendance à décliner au cours du temps, mais avec notre style de vie, avec notre agentivité, on peut les maintenir à niveau. Et troisième point, c'est le point qui est le plus flou pour nous, dans le sens qu'on n'a pas identifié, mais c'est dès qu'il y a des seuils. Puis au-delà d'un certain seuil de réserve, quand on diminue nos réserves, qu'on descend en dessous d'un certain seuil, en fait, les réserves sont plus tellement fonctionnelles. Donc, pour nous, on pense qu'on a des réserves qui sont au-dessus d'un seuil et que quand elles sont toujours suffisantes pour, soit nous protéger d'un événement qui pourrait arriver, donc c'est avant l'arrivée d'un événement stressant, on a la possibilité d'éviter l'exposition à l'événement, parce qu'on a des gens, on a une bonne réputation, par exemple, avoir une bonne réputation, ça va nous éviter de se faire virer d'un poste ou des choses comme ça, où on va utiliser un réseau social pour empêcher d'être viré et de perdre un job. Il peut y avoir plein de situations où, grâce à nos réserves, on peut éviter l'arrivée d'un événement stressant. Quand on ne peut pas l'éviter, on passe au 2, donc avoir des réserves, c'est ce qui nous permettrait donc de couper, de faire avec, et par rapport à l'événement, le choc qu'on reçoit. Donc là, typiquement, vous passez au chômage, mais vous avez de l'épargne. Ça vous permet, en plus du chômage, de pouvoir, ou si vous allez arriver à la fin du chômage, vous avez encore de l'épargne qui vous permet de tenir jusqu'à vous soyez capable jusqu'à ce possible de retrouver un emploi. Et puis, c'est aussi la capacité à retrouver un bon niveau, à pouvoir se reconstruire après l'événement non normatif. Notamment, par exemple, lorsque il y a de la violence dans une famille, il faut quitter la famille, il faut avoir les ressources pour pouvoir. Le fait de quitter, ça vous permet de vous reconstruire, mais pour ça, il faut pouvoir quitter le logement et avoir les ressources financières pour le faire. Donc, cette idée que quand les réserves sont plus suffisantes pour assumer ces choses-là, on pense que ça vous fait tomber dans un niveau de vulnérabilité. Si on résume,
Là, on peut identifier trois situations typiques. Vous avez vos réserves ici, elles sont au niveau optimal. Ça, c'est le temps au niveau individuel. Puis, vous êtes exposé à des adverse life events. Et puis, vos réserves, vous les utilisez, elles vont diminuer. Mais ensuite, vous êtes capable de les reconstituer pour vous remettre au même niveau qu'avant. Ça, c'est l'individu A. Ça se passe très bien. Un individu B, il ferait la même chose que A, simplement, il lui faudrait plus de temps pour reconstituer ses réserves. Donc, il est un peu dans une période à risque ici, parce qu'il a des réserves plus basses. S'il a un deuxième life event qui arrive à ce moment-là, le temps d'exposition de vulnérabilité est plus grand chez B, c'est juste ça, mais B arrive à se remettre. Donc, A et B sont dans une situation d'homéostase. Ils arrivent à retrouver leur niveau initial. Et puis, on a C, où lui, c'est un individu qui n'arrive pas à retrouver le niveau initial des réserves. Il arrive à les reconstituer un petit peu, mais il a des réserves plus basses qu'avant. Là, on est dans un mécanisme d'allostasie. Donc, ce qu'on pensait, c'est que, donc, voilà, c'est ça, cette idée de seuil, mais ils sont théoriques, car on ne les a pas opérationnalisés, qu'il y aurait un seuil de vulnérabilité dans lequel vous avez tellement, à force de recevoir des coups, donc l'individu A, lui, il est capable de copier et de reconstituer ses réserves, le B, il ne les reconstitue pas, descend. Au bout d'un moment, il arrive dans un état de vulnérabilité, et encore plus bas, ce serait la manifestation des symptômes. Un problème de santé avec un organe, un système dans le corps, ou en termes de cognition, une démence ou des problèmes cognitifs importants, ou une exclusion sociale forte, si vous vous retrouvez à la rue, vous n'avez plus de capacité de vous loger correctement. C'est ça, cette idée de seuil, au bout d'un moment. Pour franchir certains seuils, ça déclenche des outcomes plus importants. Ça, c'était le modèle qu'on a développé. Et voilà, donc pour être très franc avec vous, voilà où on en est. Théoriquement, il faudrait continuer à réfléchir sur cette idée de réserve et la différencier du concept de résilience, parce que c'est très proche du concept de résilience. Donc ça, ce serait une réflexion à faire. Puis sur un plan empirique, pour tester ce genre de modèle, en fait, il nous faut des données intensives, des données longitudinales intensives. Déjà, il faut les avoir, il n'y en a pas beaucoup partout. Puis ensuite, il faut la capacité à modéliser des oscillations. Là, je vais vous montrer un petit quelque chose qu'on a fait. Et puis, à la fin, il nous faut des preuves. Quand on peut avoir les deux premiers, pour faire des preuves empiriques, pour l'instant, il n'y en a pas. Mais si vous avez déjà des données longitudinales intensives, et puis vous cherchez des modèles d'oscillation, alors ça, c'est ma collègue Delphine Courvoisier, qui est l'investigatrice de ce projet, mais elle a développé un package qui s'appelle Doremi, qui permet de modéliser les oscillations. En général, on utilise des équations différentielles pour avoir des oscillations, mais la plupart des modèles qui ont été développés, il y en a beaucoup en psychologie, qui ont déjà été développés, en fait, ne modélisaient pas le choc dans le système. Donc, ce qui a été fait ici, c'est d'avoir, en fait, la capacité d'avoir un paramètre pour le choc dans votre système. Donc, l'approche, c'est on se focus sur l'évolution du signal. Le signal, ça peut être au niveau de stress, au cours du temps, avant, pendant et après la perturbation. On a travaillé avec Denis Mongin, qui est un physicien, et on s'est inspiré du modèle de l'oscillateur, le ressort, pour créer ça. Donc après, on arrive avec un modèle qui n'est pas très compliqué, dans un environnement de type régression, modèle multiniveau, avec des équations différentielles de premier degré. On peut modéliser des processus physiologiques ou des processus psychosociaux. Puis vous pouvez extraire du modèle trois caractéristiques: l'état initial, l'évolution au cours du temps et la réaction à l'excitation. L'excitation, c'est le choc. Donc, si vous intéresse, ce package est à disposition. Et on vient de publier un tutoriel aussi pour utiliser ça. Parce qu'en fait, quand on utilise des équations différentielles, c'est ce Denis Mongin qui a écrit, donc ce physicien, il s'arrachait un peu les cheveux parce qu'en fait, quand on utilise des équations différentielles, il faudrait définir qu'est-ce que c'est la force. On est dans un système en fait de ressorts. Puis un ressort, qu'est-ce qui est défini? Ça, c'est des physiciens. On l'a peut-être fait au gymnase ou au collège quand on faisait les études. Mais il y a une force de friction, une force de frottement, et puis il y a une vitesse. Et puis, on a essayé de se donner des exemples assez concrets. Comment on pourrait traduire ça en santé publique
avec c'est quoi une force de friction, une force de... Donc, on a pris des exemples pour dire, quand une personne est exposée à un choc, qu'est-ce qui va créer l'excitation, qu'est-ce qui va ralentir son excitation, le niveau de stress, et quel sera, comment, et tout ça pour distinguer de la vitesse. Donc, c'est à travers des exemples qu'on essaye de, on a fait ce tutoriel pour bien utiliser ces modèles-là, parce qu'on a tendance en fait à tout mettre un peu dans le même paquet. En clarifiant bien ces choses-là, on arrive à mieux utiliser ces modèles d'équations différentielles. Donc là, au moins, il y a déjà un petit outil. Ça demande d'avoir quand même des personnes qui touchent bien en statistique. Moi, c'est pas mon cas. Je ne maîtrise pas ces modèles-là. Mais si vous avez les données intensives, si vous avez un statisticien avec vous, vous pourriez utiliser ces modèles-là pour modéliser le retour à l'équilibre. Ici, c'est des modèles d'homéostasie. Donc, le modèle, le package d'Aurélie, c'est pour l'homéostasie. C'est pour un retour à l'équilibre. L'idée de la phase ultime, c'est après d'avoir un autre package pour l'allostasie, pour quelqu'un qui crée un autre retour à un autre niveau. Donc, on sait que parfois, les gens qui sont dans des dépendances sont exposés à, je sais pas, à une drogue, et ça, puis après, ils changent leur niveau d'équilibre. Et puis, ils commencent à progresser, mais dans le négatif, de plus en plus de choses. Donc ça, on peut imaginer de développer ces modèles-là. C'est plutôt des processus allostasiques dans l'évolution des gens. Puis voilà, la seule, entre guillemets, étude empirique qui n'en est pas vraiment une, c'est vraiment pas une preuve de tout ce que je vous ai montré. Mais là, c'était l'étude Parchemin, peut-être vous en avez entendu parler, qui est venue à Genève. C'était une régularisation des sans-papiers. Donc, c'est Yves Jackson et Claudine Burton-Jambon qui sont PI. Puis avec Julien Fakouri, qui est un PhD student qui va bientôt soutenir, je crois, à la fin de l'année. Donc, il est bientôt sur le marché des postdocs. Il est très bon. Il touche bien au stats. Ah, sachez, je fais de la pub pour lui. C'est lui qui m'a fait ces modèles-là. Puis, c'était dit, bah voilà, on a une situation où on a des gens qui sont en situation légale en Suisse, baseline. On a mesuré voilà, leurs ressources économiques, leurs ressources, et on avait quelques indicateurs de réserve relationnelle. Parce que quand on a monté le projet, on était là, puis on s'est dit, bah, on va mettre des indicateurs de réserve dedans. Puis, donc, on a, c'est longitudinal l'étude, donc on a le baseline, il y a la régularisation et la vague 2. Je fais simple, c'est un petit peu plus complexe dans la réalité. Vous savez, les collectes de données, c'est toujours plus complexe que les schémas simplifiés. Mais en gros, on voulait voir ici, de façon, dans une analyse simple, est-ce que les réserves qu'on a à baseline et notre santé mentale plus tard, donc on a fait anxiété et puis les symptômes dépressifs, on voulait voir est-ce que nos ressources économiques et versus nos réserves économiques, ce qu'elles prédisent d'anxiété. Donc les deux prédisent en univarié. Les flèches pleines, c'est une association présente, significative, on va dire. Entre étudiés, on ne voyait pas vraiment de lien. Et puis quand on met tous ensemble, on ajuste tout, il reste en fait que les réserves économiques qui prédisent. Donc c'est vraiment très, très, très faible comme démonstration. Ce n'est pas vraiment une. Mais c'est juste pour dire que quand ici, si on compare les deux types de ressources des gens, c'est des ressources standards versus des ressources de type réserve, peut-être ici, dans ce cas-là, dans cette configuration très particulière, pour des gens qui sont soumis à un stress qui est la régularisation, avoir beaucoup de réserves, avoir de la réserve économique qui était juste avoir la capacité de payer une facture imprévue de 1500 francs. C'était juste ça, c'est juste ça l'indicateur. Ça, c'était ce qui prédisait le plus fort la santé mentale post-régularisation. Donc, c'est vraiment pas encore la démonstration, hein, on est très loin, mais c'est peut-être juste une petite indication que oui, ça vaudrait peut-être la peine de creuser, de distinguer ressources versus réserves. C'est plutôt dans ce sens-là qu'on construit cette petite étude. Donc voilà où on en est. Vous voyez que cette perspective, elle est pour l'instant plus théorique. Elle a beaucoup alimenté le pôle LIFES, parce que c'était au cœur d'un des 3 axes de recherche de LIFES, mais il n'y a pas eu de choses vraiment concrètes en termes de preuves empiriques. Parce qu'il nous faut, comme je vous dis, vraiment, il faudrait déjà une situation, on a des gens qui vont vivre un stress, il faudrait qu'on ait pu les mesurer avant, pendant et après. Donc il faut déjà être là au bon moment, au bon endroit avec le design. Il faut quand même que c'est des données intensives longitudinales, parce qu'il faut au moins 5 points de mesure dans la phase aiguë
du stress. Et puis, il nous faut, je ne sais plus, au minimum 4 points de mesure pour avoir une bonne estimation post-stress. Donc, ça, voilà, c'est difficile à mesurer. Puis après, il nous faudrait des indicateurs de réserve, des indicateurs de ressources. Voilà. Donc, la théorie, c'est bien, c'est beau comme ça, mais vous voyez, on est très loin des choses, en toute honnêteté. Voilà où on en est avec cette approche-là, mais qui est stimulant, enfin, c'est cognitivement stimulant, je trouve, intellectuellement stimulant. Voilà, j'ai terminé avec cette présentation. Merci. Merci beaucoup, Stéphane, pour cette présentation très, très intéressante et très stimulante, comme tu l'as dit. J'ai vu qu'il y avait une question en ligne de Pedro Marquez Vidal par rapport à que veut dire des données intensives longitudinalement. Il me semble que tu as fourni la réponse en disant environ 5 points d'observation pendant l'événement traumatisant, stressant, et puis plusieurs points, 4, plusieurs points après. Voilà. Vraiment une densité importante. C'est pas juste 2 points dans le temps, mais c'est vraiment une répétition de mesures. Ni 3 ou 4 points dans le temps, c'est vraiment beaucoup plus que ça. Au total, il nous en faut 12, 15. Puis alors, si on a plus, évidemment, c'est toujours mieux. Mais... Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Oui, déjà. Merci beaucoup pour cette présentation, j'ai beaucoup aimé. J'ai juste une question par rapport à l'étude parchemin et les caractéristiques générales des participants. Donc, c'était quoi l'âge moyen à peu près? Honnêtement, on a un manuscrit en préparation, mais c'était pas des personnes âgées, donc c'est un écart par rapport à la présentation. Mais c'est la seule. C'est plutôt des personnes d'âge. Je dirais l'âge moyen, ça doit être. Si on fait la moyenne, on doit être dans les 35, entre 35 et 40 ans, donc plutôt des gens relativement jeunes, on va dire, entre guillemets, actifs, évidemment, pour la plupart. Peu de personnes à la retraite. En général, je crois que ces personnes migrantes, quand elles sont en âge de retraite, si elles sont pas régularisées, elles retournent dans leur pays. Elles sont ici pour travailler par du temps. C'est plutôt cet âge-là. Il y avait quand même des personnes en emploi ou... Oui, bien sûr. Ok, ouais. Je demande ça en fait parce que voilà, c'était intéressant de montrer ces résultats où c'était surtout les aspects économiques qui étaient importants, mais pour la réserve cognitive, peut-être il y a pas assez de puissance pour détecter un effect size modeste. Et puis peut-être cet effect size, il est différent en fonction de l'âge. Je sais pas, c'est juste une hypothèse que je me suis dit. Tout à fait. Oui, parce que la taille ici, on est à 430 personnes à baseline. On est descendu à 350 en vague 2, donc oui, ça diminue vite, il y a de l'attrition. Voilà. Puis après, pour ici, la réserve cognitive, c'était l'indicateur éducation. Puis vous savez, quand vous avez des personnes migrantes, pour trouver le niveau d'éducation qu'ils ont eu dans leur pays d'origine, c'est très difficile. Donc probablement, on a beaucoup d'erreurs de mesure sur la variable éducation. Ce qui pourrait aussi, ce qui est une limitation en fait assez importante de cette étude-là. Si on voit pas d'effet, peut-être qu'en fait on loupe parce que on a beaucoup d'erreurs de mesure du fait de toute la complexité de challenge. Vous avez des gens qui viennent de tous les pays du monde, qui parlent pas toujours bien le français. Alors, c'était fait à travers des associations. Donc, ils parlaient un peu leur langue, mais après, vous devez expliquer aux gens de l'association, dans le questionnaire, répondre à la question sur quels sont leurs niveaux de formation, sachant que les systèmes de formation sont tellement hétérogènes dans le monde. Voilà, c'était difficile. Ils ont fait tous les efforts qu'ils pouvaient, mais c'est difficile. Et est-ce qu'on peut imaginer un effet d'interaction entre la réserve cognitive et l'âge ou c'est cet aspect de l'âge qui m'intéresse. Je ne sais pas si le déclin ou le rôle de l'âge peut être important sur l'effet entre la réserve cognitive et puis l'outcome. Bien sûr que ouais. Alors ici, l'outcome, c'était la dépression, l'anxiété. Il faudrait voir après chez les personnes âgées quel serait leur niveau moyen de dépression, anxiété. J'ai cru tendance de mémoire, c'est le niveau de dépression, il a tendance à plutôt baisser avec l'âge. Mais je parle s'il y a des psychologues qui se souviennent mieux que moi de ces études-là. Donc la dépression, elle fait un peu aussi une courbe en U, mais elle a tendance à diminuer avec l'âge, comme s'il y a une sorte de, avec le vieillissement,
on se fait moins de soucis, on est un petit peu plus tranquille par rapport à des soucis qu'on pouvait avoir. Et puis, on parle ici de symptômes dépressifs, hein, on est d'accord. Hein. Et donc, ça a tendance à baisser. Puis peut-être que cette baisse pourrait être pas la même en fonction euh, de l'âge. Enfin, et donc, le niveau de réserve cognitive va probablement influencer cette pente. Ouais, Ici, on ne parle pas de pente hein, dans ce que je vous ai montré. Et que cette pente, elle va être accélérée avec l'âge. Mais là, je le verrais comme un processus plus naturel, pas comme un facteur en soi. Aussi. Lié avec le vieillissement, à mon avis. Donc, si on mettrait l'âge dans le modèle, c'est juste pour que le modèle reflète mieux les données, pas forcément pour dire l'âge est un facteur en soi. Mais peut-être qu'il y a des psychologues du vieillissement qui disent non, l'âge c'est quelque chose. Là, c'est moi le sociologue qui parle. Cette discussion à cette époque me fait penser au fait qu'on travaille pas mal dans le département sur la différence entre l'âge chronologique et l'âge épigénétique, qui est un âge biologique en fait. Et je me demandais si cet âge épigénétique ne correspondrait pas à une forme de réserve. Parce que on peut par exemple avoir un âge chronologique de 70 ans et un âge biologique de 60 ans ou 80 ans. Tout à fait. On pourrait dire que si on est plus jeune que son âge chronologique, on a une réserve physiologique en fait qui résulte de nos modes de vie, de nos expositions passées aux différents événements stressants de la vie. Ouais. Et je me demande par rapport à cette théorie que tu as proposée, si ça pourrait être un concept complémentaire en fait, très très biologique, hein, mais qui peut mesurer avec pas mal de précision. Ouais, tout à fait. Je pense que ça doit être parfaitement, on peut le transposer. Après, il y a ce côté réserve, et c'est pas je trouve très intéressant ça. On peut le faire, mais c'est un peu facile. C'est pas, c'est vraiment pour dire. On pourrait me reprocher, mais avec votre modèle de réserve, en fait, vous relisez plein de choses qu'on étudie déjà, typiquement ça, parce qu'il y a plein d'études sur ces choses-là, avec votre concept de réserve, mais en fin de compte, à part juste avoir un nouveau regard sur des choses existantes, qu'est-ce que vous apportez de plus Voilà. Je pense qu'il faudrait creuser ces choses-là et voir si on arriverait à... L'idée, c'est que les réserves nous aident à passer des chocs. Donc, je pense que si on arrive à venir avec ces études-là et à voir des individus qu'on peut suivre avec leurs réserves physiologiques avant, pendant, après un événement traumatisant ou un choc, un stress, et que voir que ceux qui ont des réserves physiologiques plus élevées arrivent mieux à passer, à ce moment-là, on ferait une vraie plus-value. Ouais. Mais typiquement, je pense que voilà, ce que vous dites, c'est un indicateur de réserve physiologique. Maurice. Oui, merci beaucoup pour la présentation. J'ai juste quelques petites critiques peut-être. Donc, je pense vraiment à la nécessité de ce concept de réserve pour des concepts. Je ne vois pas la distinction très claire. Je pense que vous savez avec des économistes. Parce que pour moi, on parle toujours de wealth consumption and income. Et moi, je vois, pour moi, la réserve, c'est peut-être la fortune. Et après, donc, il y a aussi beaucoup de critiques sur ces concepts de réserve. Je vais prendre votre opinion parce que c'est quelque chose qu'on peut, c'est théorique, c'est hypothétique, on peut l'observer. Ouais. Donc, à la fin, c'est pas un concept très, je ne sais pas utile, mais c'est difficile à l'utiliser. Par exemple, tout ce qui c'est l'éducation, mais ouais, c'est pas vraiment la responsabilité. Donc, ça fait critique, mais je me demande comment vous voyez les choses. Ouais. Alors, mais je suis tout à fait d'accord avec vos critiques. Et je pense que moi, c'est juste que moi, je trouve ça stimulant d'avoir ce regard-là, mais d'être conscient que pour la réserve cognitive, on la mesure pas, donc c'est déjà problématique. C'est une sorte de concept latent. Hein. Néanmoins, je pense qu'on pourrait avoir peut-être de la plus-value pour expliquer pourquoi certaines personnes ont une vulnérabilité de santé qui est plus rapide ou qui part plus tôt, en distinguant réserve et ressources, en ayant la capacité de voir qu'au cours de leur vie, certains ont pu accumuler et maintenir des niveaux de réserve, mais à la fois, pas que cognitive, mais aussi relationnelle et économique, et que pour ces raisons-là, ils arrivent mieux à avoir un parcours de vie où le déclin commence plus tard
et si possible pas trop rapide, parce que aussi Stern il dit bien la réserve cognitive elle retarde, et après vous vous rattrapez par rapport aux autres, c'est-à-dire vous avez une pente très rapide. En gros, les professeurs d'université ils commencent leur démence plus tardivement, mais elle vient plus rapidement. Si on fait Mais juste par rapport à ça, c'est pas qu'elle vient plus rapidement, c'est que quand vous passez un seuil de fonctionnalité, Voilà. ça se voit dans le day-to-day. Mais Ouais. la dimension de vitesse, elle n'est pas très juste. C'est que tout d'un coup, C'est vrai. rendu apparent Ouais. dans des activités de vie quotidienne. Ouais. C'est pas tout d'un coup une vitesse de déclin. Je suis pas tellement d'accord avec cette théorie-là. D'accord. Ok. Parce que vous avez des réserves dont vous masquez, vous êtes capable de faire les activités intermédiaires, Ouais. évidemment de la vie quotidienne. Voilà. Tout d'un coup, vous passez ce seuil, Voilà. c'est observable sur toutes les activités instrumentales, typiquement. Tout à fait. Mais c'est pas tout d'un coup une pathologie qui s'accélère. Non, c'est pas la pathologie, mais c'est rendu apparent à un seuil de fonctionnalité, Oui. en fait. alors Et c'est pas- notre manière de mesurer, mais finalement la pente du déclin cognitif, elle est probablement plus linéaire que ça, mais elle est rendue apparente avec ce seuil de fonctionnalité. Oui, alors ici, c'était l'idée que ce qui va décliner plus rapidement, c'est les performances cognitives qui, lorsqu'elles sont tellement basses, créent après des symptômes qui, eux, apparaissent à partir d'un certain seuil. Voilà. Donc, c'est pas les symptômes qu'on mesure qui tout à coup deviennent apparents ici. C'est les performances cognitives, la mémoire prospective, toutes ces choses-là, qui, quand elles commencent à décliner, chez les personnes qui avaient donc un niveau baseline très élevé, C'est une question d'observation, c'est une question de mesure. c'est une question de mesure, mais c'est pas la même mesure entre l'outcome, où c'est les symptômes qui apparaissent quand on passe un certain seuil, des performances. C'est un peu comme quand vous mesurez les systèmes physiologiques qui, lorsqu'ils sont suffisamment dégradés, créent une maladie. La maladie, c'est les symptômes qu'on commence à avoir dès qu'on descend en dessous d'un certain seuil de dégradation. Ça crée des symptômes. Et vous avez des hypothèses d'intervention sur la base de ce que vous présentez, ou c'est de l'observation, la compréhension de développer ce modèle? Ça veut dire qu'à la fin, on a des hypothèses où on se dit, tiens, on pourrait intervenir sur un certain nombre de choses, autres que ce qu'on sait déjà, disons, des déterminants sociaux de la santé, de l'éducation, de l'environnement. Non, je veux dire, j'en ai pas encore à ce stade-là. Je dis ce n'est que déjà il y a beaucoup de choses qui se font qui renforcent cette perspective-là. Comme je vous avais montré à un moment donné, la plasticité des réserves du cerveau. À différents âges, on a la capacité de reconstituer des réserves du cerveau en faisant de l'entraînement d'activité physique. On garde quand même une certaine plasticité. Et donc ça, c'est pas des gens qui sont intéressés aux réserves qui ont étudié ça. Simplement, ils s'intéressent c'est des physiologues, enfin, c'est des gens en sciences du sport et tout ça, qui veulent prouver que l'activité physique est bénéfique. Et voilà. Donc ça, c'était relire plein de recherches qui se font sous cet angle-là, avec la perspective des réserves. Mais personne, à ma connaissance, n'a encore essayé de mettre tout ensemble. Et comme je terminais à la fin, vous voyez, on n'a pas de preuves, et pour arriver à avoir une vraie démonstration de cette hypothèse-là, il faudrait toutes ces conditions que vous avez mises en termes de données longitudinales intensives et qui soient designées dans le bon moment de la vie des gens, hein, pour qu'on puisse voir comment les gens passent un choc, passent une période. C'est surtout ça qui est important. Ouais. Chiara. Chiara. Pour revenir un peu sur sur les mesures. Voilà, je me disais, ouais, c'est cool, ça justifie que c'est bien d'organiser des apéros avec ses amis, même sans alcool. Mais la question, elle est le temps qu'il y a la source, mais qui peut être une réserve. Pour moi, ça fait du sens de dire qu'il y a des réserves. Et quand il y a un quelque choc, on va chercher. Et là, regardez, on ne peut pas tout faire à tout moment. C'est-à-dire, si on a, dans ma vie, on a un travail stimulant ou on a des activités cognitives, on a peut-être un peu moins de temps pour voir les amis, un peu ses parents, puis on a des enfants, ce qui est très bien aussi. Voilà, peut-être un peu. Je veux dire, je me demande si c'est aussi question de priorité, entre guillemets, dans les interventions, des choses. On sait que faire le sport, c'est bien, mais en certains seuils, ça augmente plus, entre guillemets, le bénéfice. Voilà, il y a des choses comme ça. Et puis, je me posais aussi la question, justement, dans cette perspective, vous avez modélisé les relations sociales.
avec les personnes à qui vous pouvez demander de l'aide. Donc, c'est une perception de son bassin, de sa réserve. Et je me demandais par rapport à l'économie aussi, si c'est pas tellement l'argent qu'on a dans la banque qui détermine le fait qu'on se sent démuni, mais la perception qu'on a de ces réserves. C'est ce que je veux dire. Oui, tout à fait. Voilà. Ouais. Il y a plutôt des mesures qui, au déclin politique aussi, c'est clair qu'il y a de la physiologie derrière, mais aussi la perception qu'on a de sa condition qui fait qu'on se sent prêt à aborder certaines choses. Et il y a aussi un peu ce jeu entre ces deux choses. Je pense que ça ne valorise pas assez dans les interventions. On est beaucoup dans le, entre guillemets, physiologie factuelle, ce qui est très bien, mais aussi dans la valorisation du ressenti. Vous êtes capable, vous voyez ça. Je me demande s'il y a quelque chose qui est aussi fait dans ce domaine. Ouais. Par exemple, avec les réserves, par exemple, il y a Serena Sabatini, qui est une postdoc en Suisse actuellement, qui prépare un ambition qui s'intéresse au self-perception of aging et comment ça influence la cognition. Et elle essaye de faire des interventions pour améliorer notre perception du vieillissement, pour améliorer indirectement notre cognition. Donc, c'est exactement ce que tu dis. Je pense que ça doit être, si après on essaie d'ouvrir cette black box des réserves, on pourrait dire, effectivement, il doit y avoir des mécanismes purement cognitifs, psychologiques, où les gens utiliseront mieux leurs réserves parce qu'ils ont simplement aussi une meilleure perception de leurs réserves. Ça, c'était sous l'angle psychologique. Puis, avec Eric Wimmer, on se disait, il y a des gens qui ont des réserves mais qui les utilisent pas. Et ça, on revient aussi à cette idée que pourquoi, comment. Et tout ça, ça reste à creuser. Probablement, peut-être commencer avec des études qualitatives pour essayer de comprendre pourquoi les gens n'utilisent pas leurs ressources sur ce qu'ils ont. Voilà, pour quelles raisons? Il y a toutes ces choses-là aussi. Donc, effectivement, il y a le rapport aux réserves, que ce soit sous l'angle des perceptions ou non-utilisation, qui mériterait aussi d'être retenu et pour complexifier le modèle. Je propose une dernière question, Yves. Merci pour cette présentation. C'est un modèle théorique, certes, mais qui me semble intéressant. Je me demandais si, donc vous avez parlé de ressources dans 4 domaines différents. Je me demande s'il y avait une notion de ressources globales avec ces domaines qui peuvent peut-être se compenser l'un l'autre, ou si vous pensez qu'il faut être fort partout, en cas de coup dur dans un domaine, il faut les ressources dans ce domaine-là, ou est-ce que on peut imaginer que c'est toujours pratique en santé publique des indicateurs assez globaux, une sorte de ressources globales qui est la somme des autres, à voir un peu comment est-ce qu'on construirait ça. Voilà, je ne sais pas si ma question est claire. Si, elle est claire. Alors, je n'ai pas de réponse à cette question. J'aurais tendance à penser, mais c'est vraiment une hypothèse et c'est basé sur ma perception naïve, que avoir des bonnes ressources économiques, c'est important. C'est assez important dans nos sociétés européennes ici, dans ce contexte-là. Mais franchement, je n'ai pas de preuve. Après, construire un indicateur global, oui, c'est des choses qu'il faudrait regarder. Et puis, dans cet indicateur global, le désagréger pour voir quelle est la dimension la plus importante. Ici, on n'a pas raisonné en termes de globalité. On voulait plutôt déjà mettre ensemble des champs de recherche, parce que la réserve cognitive, si vous regardez dans PubMed, vous mettez ce mot-clé, vous allez trouver des milliers et des milliers d'articles. Donc, il y a plein de choses qui se font. Et c'est pas des psychologues, c'est des biologistes qui travaillent dans des labos, mais qui ont juste l'éducation sous la main, qui regardent les différences-là. Puis aussi en psychologie, il y a beaucoup de recherches. En sociologie, on fait beaucoup de recherches sur le capital social. Voilà. Et puis, alors, c'est vrai qu'il nous manquait l'économiste dans l'article. Probablement, on n'a pas tout à fait bien compensé, bien compris l'idée de distinction entre wealth et puis revenus et tout ça. Donc, je pense qu'on était un petit peu fait dans cet article-là, à ce niveau-là, et ça mériterait aussi d'être creusé. L'idée ici, la perspective que je vais montrer, c'est qu'on essaye de rassembler, avoir une perspective interdisciplinaire et puis de faire se parler un peu des champs de recherche. Maintenant, avec vous, ce serait quand on arriverait déjà à faire beaucoup de recherches là-dessus, à voir qu'il y a des effets intéressants, des vulnérabilités qui se développent plus lentement, pour après essayer de voir si on peut faire un score global. Je pense que ce serait pour plus tard, pour le futur, si on arrivait à lancer des recherches là-dessus. Ce serait intéressant. Vous voyez, pour l'instant, je crois que je peux répondre. Ok, je vois que l'heure avance, on va s'arrêter là. Merci encore Stéphane pour cette présentation, en tout cas qui a été stimulante en termes d'audience et de questionnement. Et puis, merci d'avoir fait le déplacement. Merci à tous et à toutes. Bon appétit.